C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. Atelier de la revue au 30 juin du plan de travail annuel 2021 du ministère du Tourisme, de la Culture et de l'Artisanat ce jeudi 15 juillet. Il vise une évaluation et une prise de décision pour le reste de l'année. Les membres du Conseil électoral ont prêté serment ce mercredi devant le chef de l'État Patrice Talon. Désormais, ils joueront le rôle de la Commission électorale nationale autonome Sénat. En Tunisie, le ministre de la Santé évoque l'effondrement du système sanitaire. Des élus pointent du doigt l'inaction du gouvernement. Voilà pour le sommaire, le développement dans quelques secondes. Merci de votre attention. Bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre depuis ce matin. Les cadres du ministère du Tourisme, de la Culture et de l'Artisanat sont en atelier. Une revue du plan de travail annuel au 30 juin 2021. Suivons ici le compte rendu avec Clémence Tonoucoin et Denis Maroya. Pendant 2 jours, les cadres du ministère du Tourisme, de la Culture et de l'Artisanat vont relever les forces et faiblesses du plan de travail annuel 2021 au terme du premier semestre. Une revue qui permettra d'apporter des solutions aux difficultés qui s'observent au cours de la mise en œuvre du PTA, a martelé le directeur de la programmation et de la prospective du ministère. Cet atelier permettra d'évaluer l'exécution physique et financière des programmes et projets du ministère au 30 juin 2021, dans la perspective d'une prise en compte effective des leçons tirées à capitaliser pour le compte de l'exercice de l'exécution du PTA réaménagé qui sera exécuté au cours du second semestre de l'exercice 2021. Le ministre Jean-Michel Abimbola, après avoir rappelé l'utilité d'un tel atelier, est revenu sur les taux d'exécution du PTA au 30 juin 2021. Très chers participants, au 30 juin 2021, le taux d'exécution financière globale du ministère hors dépenses du personnel est de 50,62% base engagement et de 48,39% base ordonnancement. Hors ressources extérieures et transferts à l'ANPT notamment, il s'établit à 21,69% base engagement et 13,76% base ordonnancement, contre un taux d'exécution physique global de 20,82%, alors que ce dernier était de 30,56% à la même période de l'année 2020. Pour finir, il exhorte les participants à travailler pour de meilleurs résultats. Vous le savez, les résultats du baccalauréat session de juin 2021 sont désormais connus. Quelles sont alors les tendances de cet examen? Écoutons ici Alphonse Da Silva, directeur de l'Office du baccalauréat, qui était face aux hommes des médias ce mercredi 14 juillet 2021. Suivez plus. Et voilà que nous arrivons maintenant à un taux qui peut surprendre beaucoup de personnes. Aujourd'hui, nos candidats, le bac béninois, a fait réussir 64,42% des candidats. Je le répète, 64,42%. C'est une fierté pour le Bénin d'atteindre ce type de performance. Donc, nous avons un taux que nous devons continuer de maintenir. Je l'ai dit tantôt, c'est le fruit de l'effort fourni par le président de la République, ses collaborateurs, pour doper l'éducation béninoise. Maintenant, je vais vous donner les statistiques par département. Dans la Liborie, nous avons le taux de réussite 55%. Ce taux a été il y a très longtemps atteint. Atakora, 56,3%. Atlantique, 70,43%.
Borgou, 57,73%. Colline, 51,79%. Koufo, 54,96%. Donga, 56,10%. Littoral, 73,44%. Mono, 64,41%. Ouémé, 64,69%. Plateau, 64,69%. Zou, 65,41%, ce qui fait au total, sur le plan national, les 64,42%. Suivons à présent le chef service organisation du baccalauréat qui nous parle des étapes suivantes du processus de ces résultats après l'annonce des grandes tendances. Suivez. Du vendredi 16 juillet vont commencer ces épreuves facultatives avec l'économie familiale et sociale. Et le samedi 17 juillet, ce sera le tour du dessin et des langues nationales. Le lundi 19 juillet, nous aurons la musique. Et après les épreuves facultatives, c'est en même temps les épreuves d'éducation physique et sportive qui vont enchaîner. Donc ce qui fait que aussi vendredi 16 commencent déjà les épreuves d'éducation physique et sportive. Et ça se poursuit jusqu'au samedi 17 juillet. Mais entre-temps, les candidats qui vont constater qu'il y a chevauchement entre les épreuves facultatives et les épreuves d'éducation physique et sportive doivent tranquillement d'abord finir avec les épreuves facultatives avant d'en venir, n'est-ce pas, aux épreuves d'éducation physique et sportive. Tout est planifié, tout est organisé de façon qu'ils ne soient pas, n'est-ce pas, perturbés dans le déroulement de ces épreuves-là. Après leur nomination en Conseil des ministres, suite à leur désignation, les membres du Conseil électoral ont prêté serment ce mercredi 14 juillet à la présidence de la République. Pendant les 5 prochaines années, ils auront en charge l'organisation des élections en République du Bénin. Suivez ici le compte rendu. Article 24. Avant leur prise de fonction, les membres du Conseil électoral prêtent le serment suivant devant le président de la République et le bureau de l'Assemblée nationale. C'est à cet exercice de prestation de serment que s'est prêté les premiers membres du Conseil électoral, conformément à la loi 2019-43 du 13 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Ils auront désormais à veiller à la bonne organisation des scrutins et à la sincérité des votes. Jurez-vous de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité, les fonctions dont vous êtes investis, de respecter en toutes circonstances les obligations qu'elles vous imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles vous avez pris part. Je le jure. Je le jure. Le chef de l'État, après avoir reçu leur serment, a exprimé ses attentes et celles du peuple béninois. Je veux également espérer que, en votre sein, on observera la cohésion qui a pu exister entre les sortants, de sorte que la Sénat continue d'être notre fierté. Il n'y a pas de doute quand on regarde le pédigré de chacun de vous. Vous avez été les uns et les autres choisis en fonction de ce que vous incarnez comme personnalité connue, de vos qualités intrinsèques. Je connais la plupart d'entre vous. Et je peux, avec les institutions, avec nos concitoyens,
exprimer l'espoir, l'espérance que vous serez à la hauteur de la mission. Sur les 5 membres du Conseil électoral, 4 ont prêté serment après la démission de Boukari Adam Soulé, désigné par la minorité parlementaire. Il sera donc remplacé conformément aux tests législatifs. Autre information dans cette édition, adoption des décrets portant statut particulier des enseignants du supérieur et statut type des universités du Bénin et l'approbation des statuts de l'Agence nationale des transports terrestres. Ce sont là des décisions du Conseil des ministres de ce mercredi, dont voici un extrait du compte rendu avec le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hongweji. Au chapitre des mesures normatives, l'adoption des décrets portant statut particulier des enseignants du supérieur et statut type des universités publiques du Bénin. Le diagnostic peu reluisant du sous-secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a conduit le gouvernement à mettre en place une commission spéciale chargée de proposer une stratégie aux fins de relever notablement le niveau de performance actuel des universités publiques, promouvoir la qualité des enseignements dispensés et garantir une bonne formation aux apprenants. En vue d'apprécier les recommandations issues des travaux de la dite commission, un séminaire national a été organisé avec la participation des acteurs du sous-secteur. Ceux-ci ont, de façon générale, marqué leur adhésion aux points de réforme suggérés qui portent notamment sur les statuts types des universités publiques, le mode de recrutement dans les dites universités, l'organisation des promotions dans les grades de l'enseignement supérieur, la gouvernance des universités, le profil des enseignants et la qualité des enseignements, la recherche et l'innovation, l'instauration d'un organe national de contrôle et d'éthique. C'est dans ce cadre que des tests réglementaires relatifs au statut type des universités publics ainsi qu'au statut particulier du personnel enseignant de ces mêmes universités ont été adoptés après consultation du Conseil national de l'éducation. En point 2, sous le chapitre des mesures normatives, l'approbation des statuts de l'Agence nationale des transports terrestres. Ces nouveaux statuts visent à corriger l'ensemble des insuffisances relevées dans les tests actuellement en vigueur, surtout au plan de la gouvernance de l'agence. Ils ont été élaborés en conformité avec les dispositions de la loi numéro 2020-20 du 2 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin. À cet effet, des clarifications ont été apportées concernant les compétences de la direction de l'agence, de son conseil d'administration ou du ministère de tutelle dans la mise en œuvre de certaines attributions. En point 2, sous ce chapitre, la mise en place d'un programme spécial d'immersion et de pré-insertion professionnelle des jeunes médecins et paramédicaux nouvellement sortis des facultés et institutions de formation en sciences de la santé. En point 3, nous avons le renforcement des mesures de protection civile contre les inondations et autres aléas de l'année 2021. Selon les prévisions des instances spécialisées, les inondations de cette année pourraient faire plus de dégâts en raison du contexte de la pandémie de COVID-19. Par ailleurs, les orages et vents forts enregistrés en mai et juin 2021 ont décoiffé des toits de salles de classe et d'habitation dans plusieurs localités du pays. En vue de faire face aux conséquences de ces aléas climatiques, le Conseil a validé les mesures de renforcement de la protection civile des populations et instruit les ministres concernés de mettre à disposition les moyens subséquents. Ce mardi 13 juillet, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a reçu en audience Mahamat Anadif, représentant spécial Afrique de l'Ouest et du Sahel du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. On l'écoute à la sortie d'audience. Elle nous a fait un très bel exposé sur l'histoire de votre pays, un pays qui a connu les Amazones, donc les femmes ont été dans l'espace public, dans l'espace militaire. Les vices, les reines qui étaient aux côtés des rois avaient un rôle très important. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important pour nous, dans ce combat que nous avons féministe, de convoquer cette histoire africaine pour pouvoir faire bouger les lignes. Il y a de cela 25 ans, en 1995, 45 000 femmes
sont allés à Beijing en Chine et la délégation béninoise était presque riche de 20 femmes. On en a rencontré quelques-unes hier. 25 ans plus tard, le monde entier, particulièrement l'Afrique et le Bénin, a fait des avancées sur l'accès aux services sociaux de base, la santé, l'éducation. Mais nous pensons qu'il reste encore des chantiers. Le chantier sur les droits, les luttes contre les violences faites aux femmes, dont le mariage des enfants, l'excision, toutes les pratiques traditionnelles néfastes. Il est important que les femmes occupent des postes de décision. Nous sommes très contents de voir la vice-présidente Talata, mais nous cherchons aussi une masse critique de femmes dans tous les postes électifs et les postes de décision. Ça fait partie de nos chantiers et bien évidemment, les femmes veulent sortir des petits montants. Elles nous rappellent toujours qu'elles ne sont pas micro et comment ensemble, le système des Nations Unies et tous les partenaires et le gouvernement, on puisse dégager des ressources beaucoup plus subséquentes. Aujourd'hui, si nous libérons le potentiel de la femme béninoise, nous serons en mesure d'avoir des taux de croissance de 2 chiffres. Nous sommes convaincus que l'émergence est une femme. Vous l'avez compris, en lieu et place plutôt du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, vous avez suivi Oulimata Sarr, qui est directrice régionale de l'Agence des Nations Unies pour l'égalité genre et l'autonomisation de la femme ONU, Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, qui a été reçue par Mariam Tchabi Talata, vice-présidente du Bénin. Nous revenons donc pour parler de ce mardi 13 juillet où le président de la République a reçu en audience Mahamat Anadif, représentant spécial Afrique de l'Ouest et du Sahel du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. On l'écoute à la sortie d'audience. Je suis venu aujourd'hui rencontrer le président, d'abord pour me présenter. J'en ai profité pour surtout lui présenter mes félicitations pour son élection. Les féliciter également et l'encourager pour les performances économiques. Pour quelqu'un qui connaît Cotonou, qui a fait un tour pour voir ce qui se passe au niveau de Cotonou, c'est quelque chose d'encourageant et à encourager. Je suis venu également lui dire un peu la façon dont la Covid est en train d'être gérée au Bénin. Là également, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous avons, entre l'équipe pays et le gouvernement du Bénin, initié un programme concernant les cantines scolaires. C'est quelque chose d'encourageant également. J'ai essayé de lui dire la satisfaction des Nations Unies. Mais au-delà de ça, nous avons abordé les défis de façon globale qui concernent la sous-région, à savoir les défis sécuritaires, tout ce qui est terrorisme, extrémisme violent au niveau du Sahel, qui est frontalier au Bénin. Nous avons abordé la question de la piraterie maritime. Nous avons également abordé la question de l'ancrage démocratique en Afrique de l'Ouest de façon générale. Et j'ai profité pour le féliciter pour la façon avec laquelle les élections se sont passées ici. Et se projeter surtout pour l'avenir. Les relations sont très bonnes entre les Nations Unies et le Bénin. D'ailleurs, j'ai également eu à noter avec beaucoup de satisfaction la tenue du Forum citoyen de la CEDEAO qui s'est tenu la semaine dernière, au cours de laquelle le président a fait une déclaration qui a fait le tour du monde, où il a parlé de cette question de comment arriver à la présidence, comment quitter la présidence, pour dire qu'il y a ici une vie après la présidence. C'est autant de choses en tout cas qui sont encourageantes pour nous, Nations Unies. Nous avons eu vraiment un échange très fructueux et je pars vraiment satisfait de cette audience. C'est la première fois que le nouveau représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel rencontre le président Patrice Talon dans un entretien. Le président de la République a profité pour présenter notre nouveau visage au représentant spécial, pour parler des réformes que nous conduisons ici, pour parler aussi de nos performances, mais aussi des préoccupations qui sont les siennes en ce qui concerne la sécurité dans la sous-région. C'est une question majeure. Vous savez que le président est porteur d'une initiative que nous devons réactiver,
car c'est l'effort des pays de la sous-région, c'est l'effort des pays de l'Afrique de l'Ouest qui doit être le moteur de la riposte, quitte à s'ouvrir ensuite à la contribution de nos pays amis, de nos institutions de soutien. En interactualité en Tunisie, le ministre de la Santé évoque l'effondrement du système sanitaire. Des élus pointent du doigt l'inaction du gouvernement. Suivez plutôt. Tekelsa, à 50 km au nord-est de Tunis, semble figé dans le temps, loin de l'agitation de la capitale. Dans cette ville à la fois côtière et agricole, la recrudescence des cas positifs au Covid-19 est venue perturber le quotidien des agriculteurs, notamment le maire. Un édile qui n'a pas hésité à monter au créneau pour dénoncer l'inaction du gouvernement et l'appréciation à la baisse que ce dernier a fait de la situation sanitaire de sa commune. Ici, à Tekelsa, nous sommes la plus grande commune du gouvernorat de Nabeul, avec 25 000 habitants. La situation ici est catastrophique. Les chiffres que nous annoncent nos médecins locaux sont loin d'être ceux publiés par l'Agence régionale de santé, qui chaque jour annonce des chiffres différents. Hier 0, aujourd'hui 1, avant-hier 8. Les chiffres que nous avons ici dépassent les 2000 cas positifs depuis quelques semaines. Ce virus est en train de se propager très vite. Nous voulons en connaître la cause et surtout savoir pourquoi l'ARS publie des chiffres erronés. Désemparé, il a l'impression de mener ce combat seul face à une population peu consciente du danger, des forces de l'ordre aux abonnés absents et un gouvernement qui semble ne pas vouloir prendre ses responsabilités. Nous tentons au maximum de sensibiliser la population sur le port du masque, d'éviter les rassemblements, notamment dans les cafés. Mais cette mission ne peut pas être menée par le maire seul. Chacun doit prendre ses responsabilités, à commencer par les autorités. La police, par exemple, pourrait punir ceux qui ne portent pas de masque. Tout le monde doit être responsable et l'Agence régionale de santé doit nous communiquer les chiffres exacts pour que nous puissions agir en conséquence et prendre des mesures sévères et fermes. Chaque jour, il fait le point avec les 4 médecins de la ville afin d'évaluer la situation en temps réel. Voici l'un des 4 cabinets médicaux de la commune. Tous ouverts de 8h à 22h, car nous sommes dépourvus d'hôpitaux dans le coin. Excusez une seconde, s'il vous plaît. Allô ? Très bien, j'arrive tout de suite. Je suis désolé, on vient de m'annoncer 2 morts supplémentaires. Je dois me rendre à la mairie pour signaler les actes de décès. Les annonces de décès sont quasiment devenues quotidiennes dans cette agglomération agricole qui a l'impression d'avoir été oubliée par Tunis à seulement 1 heure de route. Malgré cette situation, il faut continuer de sauver des vies. C'est la mission que s'est confiée Ria Belhaj-Salah, l'un des 4 généralistes de Tekelsa. Un travail devenu pénible par manque de moyens alors que son cabinet ne désemplit pas. En un seul mot, c'est une situation catastrophique. À Tekelsa, c'est une situation catastrophique. Demandez-moi pourquoi ? Simplement qu'à Tekelsa, nous avons beaucoup de cas sous-estimés et les gens sont en train de mourir. Les gens meurent tout simplement. Pourquoi ? Par défaut de moyens. Allez, par défaut de moyens. Les tests rapides, mahomch moujoudi. Les PCR, on manque de tests rapides, de tests PCR. Je suis à 45 cas par jour, c'est affreux. Si je dois me débrouiller toute seule, comme c'est le cas pour mes collègues, au moins aidez-nous, ne nous laissez pas, donnez-nous des concentrateurs à 10 litres et nous nous débrouillerons. La mort est devenue le quotidien de cette ville, dont le cimetière est devenu plus fréquenté qu'à l'accoutumée, aux grandes dames du maire. Nous sommes ici au cimetière de Tekelsa, où nous sommes rendus aujourd'hui à enterrer des gens tous les jours à cause de ce Covid. Hier, les autorités parlaient d'un cas positif, alors que le même jour, nous avons eu 2 décès. Des chiffres erronés, une vie sinistrée. Le cas de Tekelsa est loin d'être une exception dans un pays où médecins, associations et citoyens tirent la sonnette d'alarme face à un système de santé à l'agonie et un gouvernement qui semble avoir perdu le contrôle de la situation. Comme Walid Amiri, de plus en plus de maires n'hésitent plus à monter au créneau pour que le pouvoir tunisien prenne enfin ses responsabilités. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et à demain.